Alors, rebonjour. Moi, je vais rester debout, hein. Alors, on va une fois de plus revenir sur les sciences de la vie et un petit peu sur les neurones. Je vais faire le lien avec un petit peu tout ça, puisque j'ai la lourde tâche de conclure la matinée. Moi, je vais vous parler aussi du corps et aussi du cerveau, et donc des neurones. Et on va aborder donc un petit peu le fonctionnement du corps, de la locomotion, à travers la figure du zombie. Donc je vais commencer par quelque chose. Surprise. Peut-être qu'il faut cliquer. Non. On y est. Alors, je vais commencer par une question, parce qu'on est tous frappés dans les films de zombies. Parce que malgré tout, on a quand même des connaissances. Vous allez voir, vous avez des connaissances sur le fonctionnement du corps humain. Et on se dit, il y a des choses quand même, c'est pas possible. Comment il peut marcher sans la tête? Comment il peut marcher? Voilà, on s'est tous posé cette question. On a vu dans une présentation précédente comment il peut manger sans estomac. Enfin, voilà. Donc, première question, est-ce que les parties du corps sont indépendantes? Est-ce que je peux prendre une tête qui fonctionne toute seule, comme ça, sans le corps? Est-ce que je peux prendre une main? Alors, c'est pas tiré d'un film de zombies, mais on connaît tous la chose de la famille Adams, qui court toute seule. Est-ce que je peux utiliser comme ça, se dire que finalement le corps humain c'est un Lego, et que voilà, je mets une main, je mets une tête, un corps. Est-ce que finalement tout fonctionne indépendamment l'un de l'autre? Alors, vous avez sûrement une pré-réponse à tout ça. Alors, la nature fonctionne selon un principe, hein, que vous connaissez sûrement au moins de tête, c'est que le tout est supérieur à la somme des parties. Ça veut dire que les éléments pris indépendamment les uns des autres vont fonctionner moins bien. Et donc on va voir ces différents éléments, comment ça fonctionne et quelles sont les interactions entre les éléments. Ce qui nous intéresse, c'est cette histoire d'interaction, puisque une main toute seule qui court ou une tête toute seule, on va voir si justement il n'y a pas un lien entre ces deux éléments, et ce qui fait que ça fonctionne très bien chez un être humain normal, c'est finalement le fait que le corps est entier. Et finalement, la figure du zombie, c'est un corps auquel il manque quelque chose. Alors, je vais structurer la présentation comme une émission américaine, enfin surtout sur Internet et puis maintenant à la télé, qui s'appelle Mythbuster, qui s'occupe de déconstruire ou alors de montrer si certains mythes du cinéma en général fonctionnent, hein. Voilà, est-ce que je peux tenir 10 minutes sous l'eau? Est-ce que je peux résister à des balles? Est-ce que je peux sauter d'un immeuble sans qu'il m'arrive rien? Donc ils ont fait aussi une émission spécifique sur la survie en milieu zombie. Donc je vais partir à chaque fois d'un mythe, et on va voir si on peut vérifier ce mythe à travers la physiologie, hein, c'est-à-dire l'étude des cellules du corps humain. Alors, premier mythe, donc la main qui court toute seule. Alors, est-ce que physiologiquement, c'est possible qu'une main puisse se balader toute seule, donc complètement extraite de son corps? Alors, on va revenir du coup quelques siècles en arrière, et je vais vous présenter un bonhomme qui est italien, et qui est un petit peu un des pères fondateurs de la neurophysiologie, hein, c'est l'étude du fonctionnement du système nerveux. Et ce monsieur, Luigi Galvani, on le connaît parce que, enfin, comme beaucoup de chercheurs, c'est finalement pas forcément lui qui fait la première découverte, c'est son assistant qui, en touchant une cuisse de grenouille, parce que son modèle à lui, c'est l'animal, hein, même à cette époque-là, on n'avait pas le droit de disséquer des corps humains vivants, donc il s'occupait de disséquer des grenouilles. Son assistant approche le scalpel de la cuisse de la grenouille, et la cuisse se met à bouger. Il y a un espèce de spasme. Et en fait, à chaque fois qu'il approche le scalpel, il y a un petit spasme. Alors du coup, bon, première surprise, donc ça veut dire que la cuisse, elle peut bouger toute seule, elle peut se mouvoir. En tout cas, de manière très simple. Et il a fait le lien, en fait, sur l'électricité statique dont le scalpel était chargé, qui permettait, en fait, de contracter les muscles de la cuisse de grenouille. Et plus précisément, donc, la partie nerveuse qui est encore présente, hein, puisque vous voyez ici sur la gauche, il y a encore un petit bout quand même de corps, hein, il n'y a pas que la cuisse en elle-même. Donc la partie nerveuse, finalement, elle peut être encore active si elle est stimulée électriquement.
Donc la stimulation électrique produit contraction, mouvement, voire force. Donc ça, c'est la conclusion de Luigi Galvani et de ses assistants. Alors, on va avancer un peu plus dans le temps, parce que finalement, jusqu'à présent, on ne savait pas trop quel était le lien entre le fonctionnement de la cuisse, du muscle, et puis le système nerveux. Eh bien, en fait, presque un siècle plus tard, un Allemand découvre que le système nerveux fonctionne de la même façon. En fait, il envoie des impulsions électriques dans les muscles pour les contracter. Et donc, ce n'est pas un hasard si quand on approche le scalpel avec de l'électricité statique ou quand on utilise des électrodes pour se muscler, là vous savez qu'on achète chez Decathlon, je ne dois pas dire de marque, mais voilà, eh bien c'est pas un hasard si ça contracte les muscles, c'est parce que le muscle qui est utilisé pour se mouvoir, il fonctionne avec des impulsions électriques qui proviennent du système nerveux. Donc vraisemblablement, si on prend une partie du corps qui est isolée de ce système nerveux, donc là typiquement la main, eh bien vraisemblablement, sans stimulation extérieure, en fait la main n'est pas capable finalement de se mouvoir, en tout cas pas aussi bien que dans le film de la famille Adams. Donc le premier mythe, normalement, on est obligé de l'invalider, puisque, voilà, tiré hors contexte, la main toute seule, ça marche aussi avec un pied, hein, ne peut pas se mouvoir, en tout cas pas durant très longtemps. Alors j'en viens au deuxième mythe. Donc, qu'en est-il du reste du corps? Parce que je dis, une main, c'est quand même une très petite partie. Et vous avez vu, hein, Luigi Galvani, il travaillait quand même pas uniquement sur la cuisse, hein, il avait aussi pris une partie du corps, de la grenouille. Donc on va voir en fait le corps sans la tête, quel est son fonctionnement cette fois-ci. Donc, est-ce que un corps tout seul est capable de se mouvoir? Donc on a cette image de la poule ou du canard à la campagne, hein, quand on lui tranche la tête pour le faire cuire, qui en fait se met à se débattre et à courir tout seul. Donc ça c'est l'image qu'on donne souvent. Donc ça veut dire quelque part que la locomotion est possible sans la tête. Et ça, donc, ça a été montré en grande partie par Sherrington, à qui on doit, entre autres, le terme de synapse, hein, donc la connexion entre deux neurones, et qui a eu, par rapport à ça et à d'autres découvertes avec un de ses collègues, le prix Nobel, en 1932, si je ne me trompe pas, pour ses découvertes sur le système nerveux. Et lui, Sherrington, il ne travaillait pas sur le modèle de la grenouille, alors ça va vous paraître un petit peu plus attristant, il travaillait sur le chat. Donc, son modèle à lui se rapproche un peu plus de l'homme, même si c'est un animal à quatre pattes. Et donc, pour ça, j'ai changé un petit peu la police finalement, parce que ça allait être un petit peu plus gore, un peu à l'image du chat de Schrödinger, vous savez, en physique quantique, qui est à la fois vivant et à la fois mort. Sherrington, il travaillait sur ce qu'on appelle les chats décérébrés, c'est-à-dire il extrait le cerveau des chats et il observe comment se fonctionne le reste du corps, et particulièrement la locomotion. Donc son dispositif expérimental, il consiste justement à placer un chat décérébré. Donc, alors c'est pas un chat qu'on a simplement tranché la tête, hein. C'est moins gore que ça en a l'air. On a extrait le cerveau, donc là c'est un chat sans cerveau, et on le maintient au-dessus d'un tapis roulant, et en fait on actionne le tapis roulant, et on voit ce qui se passe. Alors, comme ça d'emblée on s'attend à ce que les membres restent brinque-ballants au-dessus du tapis roulant, et en fait pas du tout. Si on regarde la locomotion du chat décérébré, c'est-à-dire sans cerveau, on s'aperçoit que finalement, elle est relativement fluide. Et à ceci près que même, il y a une certaine adaptation qui peut se faire. Ça veut dire que si on accélère le tapis roulant, eh bien, le chat se met quasiment à courir. Donc, il y a une partie de la locomotion, une grande partie, qui est faisable, en fait, finalement, sans l'organe central qui est le cerveau. Et Sherrington l'a fait dans plein de dispositions différentes, en montée, en descente, en faisant varier la pente
pendant la course, et il s'aperçoit que finalement, la locomotion semble relativement bien préservée en l'absence du cerveau. Alors, on en vient à la question carambar. Donc, où est stocké finalement le programme de la locomotion? Alors, moi, je fais pareil, je retourne le carambar et je lis la réponse parce que je suis très nul en devinette. En fait, des neurones, pour faire suite à la présentation de Fabien Perrin, il n'y en a pas que dans le cerveau, il y en a aussi dans la moelle épinière. Et ces neurones vont avoir des fonctions particulières qui peuvent paraître moins complexes que celles du cerveau, mais qui en fait sont différentes, et plus particulièrement d'exécuter des mouvements plutôt automatisés. Donc si on analyse la marche, qu'est-ce que ça représente d'un point de vue moteur? La marche, donc, si j'arrivais à placer des électrodes sur les muscles du zombie, on pourrait s'apercevoir que la marche, en fait, c'est une activité alternée, que ce soit jambe gauche, jambe droite, ou fléchisseur, extenseur. Donc, c'est ce qui fait la spécificité de ce type de mouvement. C'est un mouvement relativement automatisé, qui, en fait, est cyclique et répétitif. Et cette alternance pourrait être gérée en grande partie par des circuits neuronaux qui sont localisés dans la moelle épinière. Ces circuits neuronaux, on les appelle les générateurs centraux de rythme qui vont produire une activité cyclique, donc là, ici, dans les muscles des jambes. Donc ce sont des groupes autonomes, un petit peu comme les réseaux dont nous parlait Fabien Perrin, qui vont avoir pour vocation à produire une activité cyclique d'alternance, que ce soit entre les fléchisseurs et les extenseurs, ou entre les deux jambes, jambe gauche et jambe droite. Donc, pour faire simple, admettons j'ai un neurone pour un muscle de la jambe gauche, qui va aller piloter la jambe gauche, un neurone pour un muscle de la jambe droite, et en fait, chaque neurone va aller inhiber l'autre neurone. Ça veut dire que, en fait, pendant qu'un neurone est actif, l'autre ne peut pas être actif. Et quand j'envoie une stimulation, est-ce qu'on le voit ou pas? On le voit pas. Ah bon? Moi, j'ai pas vu. Je voulais voir quand même. Je passais du temps à faire ces animations, quand même. C'est long. Donc, quand on envoie une stimulation sur ce réseau de neurones, eh bien, on initie le programme et en fait, qui alterne gauche-droite ou alors devant-derrière. Ces modèles de générateurs centraux de rythme sont analysés en général sur des corps assez simples, donc plus particulièrement ici par exemple l'anguille, l'anguille qui est très simple au niveau locomotion, c'est gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. On se doute bien que sur le chat, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne rentrerai pas dans le détail, ne vous inquiétez pas. Sur le chat, c'est un petit peu plus compliqué, mais finalement, la locomotion reste, donc c'est un mythe plus ou moins vérifié, évidemment, je simplifie, mais la locomotion reste quelque chose de faisable sans la tête. De manière générale, le cerveau n'est pas nécessaire pour un certain nombre de mouvements qui sont des mouvements automatisés et qu'on appelle en fait les réflexes. Un réflexe, d'un point de vue physiologique, c'est la réponse à un stimulus. Et la moelle épinière, elle fonctionne comme ça. Donc vous avez entre le muscle et la moelle épinière une relation particulière, puisque le muscle peut envoyer un signal à la moelle épinière qui va répondre pour que le muscle se contracte. C'est typiquement le cas lorsque le médecin va taper sur le tendon du genou pour évoquer un réflexe. Donc ça active une boucle. Et on comprend aisément que l'intérêt là-dedans, c'est une question de délai. C'est plus rapide de passer par la moelle épinière pour redescendre directement au muscle, plutôt que l'information remonte au cerveau, soit traitée dans la machinerie du cerveau, et puis redescende. Donc, pour certains réflexes, comme par exemple marcher sur une punaise, quand on marche sur une punaise, on va retirer directement le pied. Et bien, ce genre de réflexe est bien géré au niveau de la moelle épinière. Pour une question de délai, c'est beaucoup plus rapide. Alors,
la question que beaucoup de gens se posent, c'est jusqu'où s'arrête cette automatisation? Est-ce qu'avec des fonctions cérébrales réduites, ou voire même sans la tête du tout, est-ce qu'un zombie est capable de courir? Ça, c'est le fameux débat, est-ce qu'un zombie marche, court ou pas? Eh bien, si on s'en réfère aux études de Sherrington et de son chat, finalement, le zombie, il est capable de courir. Alors, je voulais cocher quelque chose quand même, mais je vais mettre un petit bémol. Le chat, sans la tête, il court parce qu'on accélère le tapis. Donc le zombie, il va se mettre à courir si le terrain l'exige, donc s'il est en pente par exemple. En temps normal, il n'y a pas de raison qu'il se mette à courir. Est-ce qu'un zombie est capable de conduire sans la tête? C'est-à-dire que là, on a affaire à une action qui est quand même relativement complexe, qui met en jeu certes, au bout d'un moment, un certain automatisme, mais pour ce type d'action, on va avoir quand même besoin de fonctions beaucoup plus complexes. Donc on aurait plus tendance à dire que voilà, conduire, ça reste du domaine d'un corps entier et puis d'un cerveau. Est-ce qu'un zombie est capable de danser? Pareil, on a affaire à des actions qui peuvent être automatisées, mais qui sont quand même relativement complexes. Donc de la même façon, voilà, un zombie difficilement peut danser. Et puis, comme on peut le voir dans certains films, les zombies ont de plus en plus de pouvoir. Ils peuvent se grimper les uns les autres, ils peuvent grimper des murs. Donc, est-ce qu'un zombie est capable de faire du parcours? C'est une activité de saut d'obstacles en milieu urbain. Donc, vraisemblablement que non, puisqu'il faut quand même noter que les zombies ont une locomotion qui reste relativement simple. Alors, je finirai sur la troisième partie. Donc on a parlé des membres, on a parlé du corps, voilà, avec donc le tronc, la moelle épinière. On va parler de la partie restante, la tête. Est-ce qu'une tête toute seule, de quoi est capable une tête toute seule finalement, sans le reste du corps? Alors, ça va nous permettre de rentrer un peu dans certaines fonctions. Donc, la première question qu'on se pose finalement, ce qui nous intéresse nous, c'est est-ce qu'il faut qu'on se méfie d'une tête toute seule? Bon, a priori, elle n'est pas capable de bouger, quoi qu'il en soit, pas capable de se déplacer. Mais est-ce qu'une tête est capable d'attaquer? Alors pour attaquer, il y a deux mécanismes qui peuvent entrer en jeu pour faire, on va dire, actionner la mâchoire. C'est l'attaque, donc se défendre, ou la sensation de faim. Donc on va décrypter ces deux mécanismes et on va voir si la tête toute seule est capable de l'un ou de l'autre. Donc d'engendrer l'action des mâchoires. Donc j'ai une petite vidéo sur l'attaque et on en discute après. Quand on croise un serpent venimeux, il vaut mieux garder ses distances. Mais que se passe-t-il quand le reptile est un zombie? Santa Cruz, Californie. On y trouve cougar, veuve noire et crotal. Ceux qui vivent là savent qu'ils peuvent se trouver nez à nez avec l'un de ces dangereux prédateurs. Mais dans leur garage, et quand votre famille est en danger, il n'y a pas de temps à perdre. Même à l'abri derrière cette pelle, Thomas Scott, le propriétaire, doit être prudent. Le venin du crotal détruit les tissus, paralyse les muscles et peut entraîner la mort. Malheureusement, ce serpent a l'air d'apprécier la maison de Thomas. Pour protéger sa famille, ce dernier n'a pas le choix. Mais cette histoire ne fait que commencer. Une fois détachée de son corps, la tête du crotal continue à scruter les alentours, prête à attaquer. Ce n'est pas un reptile zombie. Contrairement aux mammifères, les réflexes des reptiles restent meurtriers, même après leur mort. Ils peuvent mordre et injecter une dose mortelle de venin jusqu'à 1 heure après avoir été décapités. La solution? Laisser les spécialistes s'occuper d'eux. Pourtant, sur le coup, Thomas a fait ce qui lui semblait normal.
Mais même mort, ce Crotale est resté un prédateur prêt à prendre sa revanche à la première occasion. Il fait peur, hein, ce Crotale, hein. On n'a pas envie de se retrouver face à lui, hein. Alors, bon, comme ça a été dit dans le reportage, c'est un mécanisme qui est relativement spécifique aux reptiles, et le mammifère, en tout cas l'homme, n'étant pas pourvu de dents et de venin, a priori, c'est pas un mécanisme qu'on va retrouver sur la tête, on va dire, humaine, d'attaquer avec les dents. Même si, effectivement, la figure du zombie a un gros rapport à la morsure, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, puisque, en fait, dans les films, c'est le sang qui contamine, mais en fait, la plupart des gens se transforment qu'une seule fois qu'ils sont mordus. Même si voilà, ils sont touchés par du sang, ils sont éclaboussés de sang, mais ils restent intègres, c'est qu'une fois qu'ils sont mordus. Donc il y a une grosse part, hein, de fantasme, hein, sur la morsure. Alors une tête toute seule, a priori pour l'attaque, sauf s'il y a un dérèglement cérébral, l'être humain, la tête humaine, normalement n'a pas ce réflexe d'attaquer une fois la tête découpée du corps. Alors le deuxième mécanisme, hein, qui peut faire qu'une tête va attaquer, c'est la sensation de faim, c'est l'envie de manger. On sait que les zombies ont toujours une très grosse faim. Alors on va essayer de voir très rapidement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui produit la sensation de faim. Je n'entrerai pas dans le détail, je vais simplement montrer la structure. Donc c'est l'hypothalamus, c'est une structure qui est centrale au niveau du cerveau, qui fait beaucoup de choses, qui va en particulier être responsable de certaines manifestations physiques, comme par exemple les manifestations physiques qui sont liées aux émotions, et aussi donc une structure qui va être centrale dans tout ce qui est réflexe de survie. Et donc la faim, hein, le fait de manger, c'est pour survivre. Alors qu'est-ce qui produit une réaction de l'hypothalamus, hein, il y a plusieurs théories, mais théorie majeure, c'est qu'en fait, l'estomac va sécréter des hormones qui vont être captées par l'hypothalamus et qui vont déclencher la sensation de faim et donc l'action de manger, ou de chercher à manger en tout cas. Donc vraisemblablement, sans ces hormones-là, donc sans estomac, il n'y a pas de sensation de faim. Alors, du coup, je reviens sur le film où l'estomac est manquant et le zombie a toujours faim. Donc, finalement, le zombie, si on le prend d'un point de vue physiologique, c'est pas un être humain normal. C'est pas simplement un être humain altéré. Il a des fonctions différentes, puisque chez un être humain normalement constitué, la faim serait déclenchée par des hormones qui proviennent de l'estomac. Tout comme voilà, l'attaque, c'est quelque chose qui est réservé, l'attaque sans le corps, réservé plutôt au corps du reptile. Donc du coup, le zombie n'est pas un être humain altéré, mais serait un autre type d'être humain. J'en viens au dernier point sur la tête. On va parler de fonctions un peu plus complexes. Donc penser, réfléchir, élaborer des plans d'action. Est-ce qu'un zombie, voilà, est-ce qu'une tête toute seule est capable de penser? On va s'intéresser à ça. En cherchant un petit peu sur Internet, je me suis aperçu qu'il y avait une image qui était récurrente, la tête décapitée pensante. Alors je ne sais pas dans quel cadre on peut utiliser ce type de smiley, mais quoi qu'il en soit, est-ce que cette figure-là est possible? Est-ce qu'une tête toute seule comme ça peut penser? Et est-ce qu'elle a toutes ses fonctions? Et ça va nous permettre de faire le lien entre le corps et l'esprit, hein, justement, de voir s'il y a un lien entre notre état corporel et puis ce qui se passe dans notre tête. On va faire un petit exercice. Je vais vous passer des images de pieds et vous allez devoir me dire le plus vite possible si c'est des pieds gauches ou des pieds droits. Oui, droit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez ce genre d'image et qu'on vous demande de répondre? En fait, ce type d'image fait appel évidemment à votre mémoire, mais aussi à votre propre perception du corps. C'est-à-dire que vous vous représentez une action mentale de rotation. Ce qu'on appelle la rotation mentale, c'est que dans votre tête, vous bougez votre propre pied. Il y a même des fois, si on le fait sur les mains, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de mettre leurs propres mains devant pour essayer de voir.
Donc finalement, il y a un lien très fort entre le corps et l'esprit. Et si on interroge de la même façon des gens qui ont des douleurs à la jambe concernée, donc par exemple quelqu'un qui a mal au pied droit, il va mettre beaucoup plus de temps à répondre quand c'est une image de pied droit. Parce qu'il a besoin, il a cette représentation dans sa tête que son pied est abîmé et il aura du mal à le tourner dans la position de la photo. Donc il y a un lien étroit entre le corps et l'esprit qui fait que sans cette connexion avec nos membres, on a plus de mal à imaginer certaines choses, et donc en particulier les actions qui sont liées à notre propre corps. Donc voilà, visiblement ça va très vite. Visiblement, voilà, la tête toute seule n'a pas toutes ses fonctions. Donc elle n'est pas capable de penser dans son intégralité, hein, ce qui nous réfère à la fonction de zombie. Alors où s'arrête, c'est comme la question sur l'automatisation, hein, où s'arrête le corps normal, enfin l'être humain normal, et où commence le zombie. Là, c'est toute la difficulté, puisque d'un film à l'autre, il y en a qui courent, il y en a qui grimpent des murs, il y en a qui sont très très amorphes. Donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, une tête toute seule, elle a besoin de bras pour se nourrir. Donc si on se tient à distance, il n'y a pas de souci. Et une tête qui bouge les mâchoires, il y a de quoi se méfier, puisque voilà, derrière une tête se cache souvent un corps. Alors pour conclure, donc, la motricité humaine fonctionne avec 3 éléments principaux qui sont donc en interaction. Donc le cerveau, la moelle épinière et le muscle, hein, globalement. Le cerveau qui va être, lui, plus affecté à des fonctions cognitives complexes et des mouvements complexes, avec un but précis, et à toutes les fonctions de pensée, comme on a vu. La moelle épinière, plus affectée aux réflexes, hein, donc c'est-à-dire des mouvements automatisés qui font réponse à un stimulus. Et chez le zombie, en fait, finalement, puisque le zombie est capable de marcher, voire même de courir dans certains films, on aurait une altération qui serait beaucoup plus grande au niveau du cerveau qu'au niveau de la moelle épinière. Et quoi qu'il en soit, c'est une mise en garde pour vous. C'est pas parce que vous tirez dans la tête que le zombie ne peut plus bouger, théoriquement. Merci.